Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ce nouveau live. On va attendre que les gens se connectent tranquillement. Bonjour aux intervenants. Bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que vous entendez bien? Parfait de mon côté. C'est bon. C'est bon. Ouais. Est-ce que les participants peuvent peut-être nous dire si on nous entend bien? Et puis on va commencer tranquillement. Bonjour Laurent. Voilà, les gens arrivent tranquillement, on va pouvoir commencer. Bonjour Gaëtan. Parfait, merci Laurent. On va pouvoir commencer du coup ce live. Donc bienvenue sur ce nouveau live organisé par docfinance.com. Donc sur le thème DAF en startup, en quoi ça consiste. Donc il a été reporté, il devait avoir lieu mardi dernier, et voilà, donc on l'a reporté à cette semaine. Donc pour information, DocFinance, c'est là aujourd'hui la première communauté de l'écosystème financier en France. On a environ 700 000 membres qui sont aujourd'hui inscrits sur la plateforme où on peut justement réseauter, on peut retrouver des actualités spécialisées, des offres de stage, d'alternance, d'emploi. On peut retrouver les entreprises de la finance, mais également les formations qui proposent des formations justement spécialisées. Et puis, évidemment, les prochains événements, plutôt en ligne en ce moment, qui vont être spécialisés en finance. Pour ce live, donc, nous avons le plaisir d'être accompagnés par trois directeurs administratifs et financiers. Donc Mylène Gosset, donc directrice administrative et financière chez Foodles, Jean-Baptiste Crucis, CFO chez Blissim, et Nicolas Duic, directeur administratif et financier chez Norma Capital. Donc bonjour à vous trois. Voilà, ça me fait très plaisir en tout cas de vous compter parmi nous ce soir. Le but de ce live, c'est de évidemment répondre à vos questions. Au-delà justement du thème, c'est aussi de vous répondre aux questions, de répondre aux questions que vous pouvez vous poser justement sur le métier de DAF en startup, sur même globalement les directions financières qu'on peut retrouver en startup ou les métiers de la direction financière qu'on peut retrouver dans ce type d'entreprise-là. On attend donc les premières questions. Donc, les questions, vous les posez en commentaire. On y répondra au fur et à mesure. Et du coup, en attendant, je propose que chacun puisse se présenter. Et donc, je laisse la parole à Mylène dans un premier temps. Bonjour à tous, donc Mylène Gosset. Donc moi je suis DAF chez Foodles depuis plus d'un an. Donc si vous ne connaissez pas Foodles, c'est une solution de restauration pour les entreprises. En fait, on installe des frigos donc connectés dans les entreprises. On va remplir tous les jours ces frigos, enfin tous les matins d'entrée, plat, dessert, snack. Chaque salarié a un badge. Il badge le frigo qui se déverrouille automatiquement. Et ensuite, le salarié choisit ce qu'il a envie de manger et automatiquement, le frigo va détecter ce qui a été pris et donc va le facturer en conséquence. Donc Foodles, ça existe depuis 2014. On a levé donc 8,5 millions l'année dernière. Et moi, je suis arrivée juste après cette levée, donc pour structurer et pour créer surtout la fonction finance qui n'existait pas auparavant. Donc c'est une création de poste. Auparavant, j'étais 2 ans DAF chez Meijo.com, qui est un distributeur de vêtements haut de gamme pour enfants et bébés. Et auparavant, j'ai fait 5 ans chez KPMG, 3 ans en audit et 2 ans en fusion-acquisition. Voilà. Merci beaucoup Mylène. On va passer à Jean-Baptiste. Bonjour à tous, donc Jean-Baptiste. Je suis DAF de chez Blissim, ex-Birchbox, qu'on a changé de nom en octobre, depuis un peu plus d'un an et demi. Donc Blissim, c'est quoi? C'est la box numéro 1 beauté en France, avec abonnement mensuel. Et on a aussi évidemment un e-shop, vous pouvez trouver tous vos produits phares que vous utilisez tous les jours sur notre site blissim.fr. Avant, j'ai d'abord commencé par être ingénieur et puis je me suis dit, ah, tiens, la finance, c'est quand même plutôt sympa. Donc, je me suis redirigé vers la finance où j'ai fait mes classes, ce qu'on appelle, tous les auditeurs appellent ça un peu faire ses classes pendant 5 ans, où j'ai appris à travailler et à vraiment apprendre la finance. Et puis ensuite, je me suis mis en DAF en temps partagé. Ça fait maintenant 7 ans que je suis DAF.
Et j'ai fait tout type de boîte, très très jeune, un peu moins jeune. Je suis passé par Agricool où on a levé 25 millions d'euros quand j'y étais, sur de la food tech. Là maintenant c'est de la cosmétique. Voilà, j'ai un peu balayé tous les secteurs, c'est plutôt sympa. Super, merci, merci Jean-Baptiste. Et on va terminer par Nicolas. Bonsoir à tous, Nicolas. Donc, je suis directeur financier de Norma Capital. Norma Capital, c'est une société de gestion qu'on a cofondée en 2017. Donc, c'est une société de gestion de portefeuille spécialisée en immobilier. L'idée, elle est relativement simple, c'est d'aller collecter des fonds auprès du grand public et de les investir derrière dans l'immobilier et reverser les loyers aux souscripteurs. Aujourd'hui, on gère à peu près 650 millions d'euros, ce qui est plutôt bien pour une société qui a 3 ans. Et moi, j'ai un parcours, une double expérience, en fait, double qualification, puisque j'ai fait un master finance en école de commerce et je suis aussi expert comptable. Et au cours de mes expériences, en fait, j'ai majoritairement travaillé dans l'immobilier, sur des fonctions de contrôleur financier essentiellement. Et j'ai travaillé 2 ans aussi en cabinet d'expertise comptable, notamment pour décrocher ce fameux diplôme d'expert comptable. Merci beaucoup Nicolas. Merci pour ces présentations. Donc du coup, on va pouvoir commencer par finalement le premier sujet du live. Donc on a souvent l'image du directeur financier du grand groupe du CAC 40, mais finalement ce métier il peut se retrouver dans beaucoup d'autres entreprises, dans des tailles d'entreprises différentes. L'idée de ce live, c'est qu'on puisse finalement parler spécifiquement du métier de DAF en startup, voire de scale-up d'ailleurs. Et du coup, j'ai envie de vous poser la question, être DAF ou CFO d'une entreprise de ce type, en quoi ça consiste exactement? Quelles sont les différences par rapport à d'autres tailles ou typologies d'entreprises finalement? Et finalement, quels sont les avantages aussi de ce poste-là dans une entreprise en croissance et en forte croissance? Donc Mylène, je vous laisse la parole. Ouais, donc moi, mes 2 expériences de DAF, donc chez Milijo.com et chez Foodles actuellement, c'était à chaque fois des créations de postes. Donc il y avait forcément tout à créer, il y avait personne à ma place. Donc ce qui a été le plus important au début, ça a été de mettre en place pas mal de reporting pour suivre un peu l'activité. C'est un poste qui était très opérationnel, du fait qu'il y avait personne à ma place, il fallait un peu structurer. Effectivement, il y a toute cette notion de scale-up qu'il faut mettre en place des process, mettre en place aussi des points de contrôle, parce que quand on grossit, on peut plus crier à travers le bureau, on fait ça, il faut mettre en place des process, des validations qui n'étaient pas le cas à chaque fois que j'étais arrivée. Donc après, moi, j'ai pas été DAF de grands groupes, mais j'imagine que voilà, c'est beaucoup plus opérationnel la fonction finance en start-up. On a beaucoup plus accès aussi à tout ce qui est stratégique. À mon âge actuellement, je ne serais pas DAF d'un grand groupe, donc j'ai accès à des informations et une stratégie que j'aurais pas voilà, dans un autre contexte. Et on a vraiment une action de création et de pilotage de l'activité. Et voilà. Et moi, à chaque fois, j'ai pu créer mon équipe. Donc, chez Melijo, quand je suis arrivée, donc j'étais toute seule. On a embauché rapidement 4 personnes. Là aussi, on est en train d'embaucher. Donc, petit à petit, on structure l'équipe. On regarde tout ce qui est aussi comptabilité, qui est géré donc par le DAF dans mon cas. Et voilà, je dirais que c'est très opérationnel en fait le DAF en startup, en tout cas de mon point de vue. Très bien. Je prends la main. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a 3 points importants d'un DAF en startup. Trois mots-clés. J'ai envie de dire le premier, c'est la clé de voûte. Un peu clé de voûte, l'homme de l'ombre, la garde de triage ou le troisième homme, on l'appelle comme on veut, mais tous les flux passent par nous, que ce soit c'est un peu d'ailleurs tous nos corps de métier, quoi, que ce soit la compta, la fisca, le légal, les RH, etc. Quoi. En tout cas, moi, tout ça, j'ai en dessous de moi et tout, un moment ou un autre, tout passe par nous, que ce soit les opérationnels comme au-dessus, les directeurs, ils viennent tous nous poser la question pour voir est-ce que tu as bien regardé ce point-là, est-ce qu'on est bien baqué sur ce point-là, et c'est important qu'on ait l'information nous de notre côté.
parce que toutes ces informations-là, à un moment, se retrouvent dans les comptes, et voilà, il faut qu'on ait l'information et que l'information soit backée sur tous les process qu'il y a derrière. Le deuxième point important, c'est on est multitâche, c'est un peu ce que je viens de dire, on travaille sur la finance, on travaille sur la compta, la fiscale, le légal, le RH, donc on est obligé de, déjà on n'a pas la science infuse, donc on est obligé de travailler toujours dans des recherches, dans les mises à jour, s'updater très régulièrement sur tous les sujets. Et ça, c'est ce qu'il y a de vraiment très opérationnel et très intéressant. Et le troisième point important, qui est vraiment pour moi l'aspect startup, c'est que généralement, on récupère toujours des dossiers un peu de bricolage. Non, mais on arrive, c'est du bricolage. C'est très vrai. C'est à nous d'aller mettre des choses en place, des process. Mylène en parlait juste avant. C'est à nous de mettre des process pour que justement, au bout d'un moment, on fasse plus de bricolage et qu'on travaille plutôt sur la stratégie financière et la stratégie de développement de l'entreprise. Et pour compléter ce que disent Mylène et Jean-Baptiste, moi je vais vraiment dans leur sens. Ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, quand vous êtes DAF dans une startup, en fait, vous êtes systématiquement en fait dans la gestion de la croissance. Donc vous devez accompagner une société qui grandit très vite. Ça veut dire qu'il faut structurer cette société, et c'est pas facile parce qu'il y a énormément de process à mettre en place de manière à pouvoir accompagner cette croissance. Derrière, vous devez être, comme le dit Jean-Baptiste, un généraliste, un très bon généraliste. Vous devez pouvoir avoir un vernis dans tous les différents domaines de compétences qui puissent exister. Et ça vous permet en fait de faire énormément de choses. Ça peut vous permettre justement de superviser de la comptabilité, des tâches financières, de la RH, mais aussi tout ce qui concourt au développement, de l'acquisition de filiales, aller chercher des investisseurs pour pouvoir développer la société. Donc c'est vraiment des tâches qui sont très variées au quotidien. Merci Nicolas. Et Nicolas, du coup, vous avez aussi une particularité puisque vous êtes DAF d'une start-up en finance, finalement. Donc vous avez, vous exercez un métier finance dans une entreprise en finance. Qu'est-ce qui change par rapport à ça, justement? Alors, en fait, ce qui est relativement particulier dans ce domaine, c'est que l'immobilier, c'est pas forcément palpable, à moins de se déplacer sur site. Mais tout peut vous sembler loin, puisqu'on parle de immeuble, on parle de locataire, mais on parle pas, de box beauté ou de cantine. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui est important justement, c'est de toujours avoir cet esprit terrain et de garder cet esprit d'exploitation. Et ça passe justement par des relations quotidiennes avec les directeurs commerciaux, avec les personnes qui font les acquisitions, qui gèrent les actifs immobiliers. C'est comme ça justement en tout cas qu'on appréhende ce domaine qui peut être un petit peu particulier par rapport à du commerce plutôt B2C. Okay. Donc on a une question de Marie que je vais afficher là. On en a deux. Donc la première a été justement répondue là. Du coup, la deuxième, selon vous, le Covid a-t-il beaucoup impacté les métiers de la direction administrative et financière? À quel changement pensez-vous que le secteur sera confronté? C'est des choses qu'on a pu évoquer lors du dernier live d'ailleurs, mais justement dans une start-up ou dans une scale-up en croissance, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça a impacté fortement votre activité dans vos start-up et est-ce que ça a impacté du coup la direction financière de votre entreprise? Mylène, tu veux prendre la main? Vas-y, je t'en prie. Non, mais ouais, je pense que ce sont des sujets qui sont régulièrement traités là en ce moment parce que tout le monde en parle, mais ça va être la digitalisation et l'automatisation de la finance. Mais le Covid ne fait qu'accélérer les choses parce que automatiser et digitaliser, c'est de toute façon le nerf de la guerre pour ensuite plutôt analyser. Et pour moi, la finance, et je pense que tout le monde est aligné là-dessus, on tend vers une analyse des chiffres et puis de la saisie bête et méchante. Et je trouve que c'est de toute façon encore plus intéressant parce que les métiers de notre équipe vont justement s'améliorer et on va plus embaucher des personnes juste pour saisir. On va embaucher des personnes pour analyser et améliorer le futur de l'entreprise.
Oui, et après, je pense que, enfin, globalement, en start-up, enfin, moi, je vois dans mes 2 boîtes que j'ai fait, on est assez digital. Enfin, encore plus là, les frigos sont connectés. Voilà, c'est un peu notre business, mais on est très digital. Donc finalement, on n'a pas attendu non plus le Covid pour mettre en place des solutions de digitalisation et pour que tout soit en cloud et connecté. Donc, ben, on était chez nous du jour au lendemain, mais je veux dire, rien n'a vraiment changé de ce point de vue-là. Après, évidemment, on a plus de temps, donc on va essayer d'améliorer tout ce qui est process et d'automatiser un peu plus. Mais ça aurait été le cas aussi sans le Covid. En tout cas, dans les startups. Je pense qu'effectivement, dans les grands groupes, il y a eu un virage un peu plus important où ils n'étaient pas prêts à forcément faire tout à distance. Oui, le Covid, globalement, ça a été un accélérateur de tendance, hein, je pense, dans tous les domaines. Et notamment, moi, il y a en tout cas pour ma part quelque chose qui est important, c'est que avec cette crise, on pilote de manière encore plus fine les indicateurs financiers. On fait des points beaucoup plus réguliers parce que la situation elle évolue énormément et parce qu'on a besoin de suivre, pas au jour le jour, mais quasiment les différents indicateurs financiers, commerciaux, financiers et comptables de la société. D'accord. Et justement, cette crise-là, je suppose que la direction financière d'entreprises comme les vôtres, elles ont eu quand même beaucoup de choses à faire. Il y a eu beaucoup de choses cette crise a fait que beaucoup de choses en finance devaient être faites rapidement justement dans vos entreprises. Donc je suppose que l'impact en fait pour vous, ça a été aussi peut-être du travail supplémentaire, des challenges financiers supplémentaires, non? Je pense que ça a été surtout de mettre en place, de revoir un peu notre business plan, créer plein de scénarios en fonction, enfin, je sais, c'est ce qu'on a fait en fonction de quand va se terminer le confinement, quand va se terminer le Covid, est-ce que la reprise va être à 100%, est-ce qu'on va être à une reprise de 50%, enfin, voilà, donc c'était vraiment proposer d'un business plan, le faire valider par la direction et les fonds d'investissement s'ils sont là, et surtout avoir l'impact cash du Covid, quoi, de la crise sanitaire. Donc elle a été très sollicitée, la direction financière, finalement. D'autres fonctions ont peut-être été en sous-régime par rapport à cette crise-là, mais je pense qu'on ne peut pas dire ça de la direction financière, en tout cas des métiers financiers dans les entreprises. C'est marrant que tu parles de la finance, cette direction financière. C'est un peu ce qu'on expliquait au début, c'est qu'on n'est pas que sur la finance en tant que DAF de start-up. Et le Covid, moi personnellement, j'ai passé énormément de temps justement sur la gestion RH parce qu'il y avait beaucoup de choses légales à mettre en place. Et c'est du temps que tu passes pas justement sur la finance, mais c'est un temps précieux pour les salariés et pour l'ambiance de l'entreprise. Et même si tu n'es pas sur les chiffres, c'est quand même le futur en tout cas, ça reflète les chiffres de la fin de ton année parce que si les employés sont pas bien, ne font pas leur métier correctement, tu le verras tout de suite dans ton PNL sur la fin de l'année. Donc c'est un point important sur tout ce qui est légal et social. Oui, pour compléter ce que dit Jean-Baptiste, en tout cas de notre côté, à défaut de faire moins de quantité, on a vraiment voulu améliorer la qualité de nos process, la qualité de notre façon de travailler. Et ça, justement, voilà, comme on a un petit peu plus de temps pour le faire, c'est maintenant qu'il faut s'y atteler. Très bien, donc on a une autre question, cette fois-ci de Raphaël. Bonsoir Raphaël. Pensez-vous qu'il existe un parcours idéal pour se diriger vers un métier de la direction financière ou plus généralement de la finance en start-up? Quel conseil donneriez-vous à un étudiant souhaitant devenir finalement DAF dans une entreprise comme la vôtre? Est-ce qu'il y a un parcours idéal pour faire le métier que vous faites aujourd'hui ou pas? C'est un vaste sujet. Alors, vous n'êtes pas censé savoir qu'en France, on fait très attention au diplôme. Donc, effectivement, on a beau dire ce qu'on veut, le diplôme, il est relativement important. Master finance, master audit, expertise comptable, pourquoi pas. Mais c'est vrai que si on parle surtout de connaissances, il faut vraiment privilégier des profils qui sont généralistes. Et personnellement, je trouve que je prêche pour ma paroisse, mais l'expertise comptable, c'est vraiment un domaine
enfin une filière qui offre beaucoup de domaines différents et permet justement d'être assez complet à la sortie. Ouais, moi je pense qu'effectivement c'est bien d'avoir fait ses classes soit en audit, soit en expertise, soit les deux pour avoir une connaissance un peu de tout ce qui est comptabilité. Parce que mine de rien, la finance découle aussi de la comptabilité. Enfin, les deux doivent matcher ensemble. Et après, moi, je sais que dans mon cas, ça a été souvent valorisé lors des entretiens d'embauche d'avoir une expression en fusion-acquisition, notamment pour tout ce qui est start-up, parce que souvent ils veulent lever et ils sont rassurés d'avoir quelqu'un qui a déjà eu une expérience, déjà fait des due deals et qui sait comment on valorise une entreprise. En fait, tu as plein de profils différents qui peuvent matcher. Ça dépend vraiment, et je vous rejoins tous les deux, hein, ça dépend vraiment du moment de la vie de ton entreprise. Si tu arrives tout au début, il va falloir être très comptable. Si tu arrives au moment où tu lèves, bah, il va falloir être très financier, très levé de fonds. Et après, quand ça tourne, bah, plutôt être très généraliste, expert comptable. Et plus tu grossis, moins t'es opérationnel et donc plus ta casquette financière est importante. Et après, quand tu arrives dans le très gros, en fait, tu fais plus que du M&A. Quoi, il y a plein de profils différents, mais c'est sûr que la base de la base, si tu connais pas la compta, ça va être compliqué, quoi. Du coup, est-ce qu'on peut imaginer qu'un jeune diplômé puisse devenir finalement DAF d'une start-up de plus petite taille, évidemment, d'une start-up qui se lance, entre guillemets. Alors, ce ne serait pas forcément DAF, ça peut porter un autre nom, et qui grandit justement avec cette entreprise-là. Est-ce qu'il aura assez d'expérience justement pour pouvoir prétendre à grandir avec l'entreprise et devenir justement le DAF d'une entreprise en forte croissance? Ça dépend la vitesse de la croissance de l'entreprise. Elle peut croître un peu plus vite que ses connaissances. J'ai envie de dire, ouais, tu vois, un très bon comptable peut arriver à gérer une entreprise qui a que des flux, je dirais, de facturation et donc assez facile à gérer. Croître très vite et là généralement ils font toujours appel à un DAF externe qui a vécu des levées de fonds, ça va être compliqué de rester tout seul, quoi. Oui, puis je pense qu'il faut quand même avoir vu d'autres entreprises, des process, du contrôle interne. Je pense que c'est compliqué s'il n'y a pas quelqu'un d'externe qui nous aide justement à s'élever, de se débrouiller tout seul juste en sortant d'école. Enfin, à mon avis. Oui, non, mais comme dans tous les domaines, hein, je pense que l'expérience, ça sert énormément. Et c'est pas impossible, hein, c'est largement faisable. Moi-même, j'ai participé à la création d'une société from scratch, mais c'est vrai il est indispensable, quasiment indispensable d'avoir un minimum d'expérience, en tout cas dans la gestion financière et comptable d'une société. Et le parcours idéal, ça serait du coup, ça serait quoi, 3 ans d'audit, quoi. On va dire ça. On va pas se mouiller, mais chacun. Ouais. Non, mais l'audit apprend beaucoup de choses. Ouais. Non, mais c'est une super formation, c'est une bonne formation. Après, il y a pas que ça qui peut fonctionner aussi. Et on n'a pas parlé de management, mais être DAF, c'est finalement aussi être manager, en tout cas être manager à terme. Vous avez une équipe, comment ça se passe justement dans vos entreprises? Vous avez une équipe de financiers, comment ça se passe? Ouais, bah, je vais commencer. Du coup, moi, là, chez Foodles, donc quand je suis arrivée, j'étais toute seule. On a voulu internaliser une partie de la comptabilité. Donc, j'ai embauché quelqu'un à la comptabilité, en comptabilité générale. Et là, on a embauché récemment quelqu'un au contrôle de gestion, donc justement pour m'aider à tout ce qui est analyse financière et puis contrôle de gestion. D'accord. Donc ça De mon côté, ça commence à faire une petite équipe à manager qui va grandir, je suppose. Ouais, bien sûr. Et puis on a aussi un cabinet comptable externe qui nous accompagne pour ce qu'on peut pas gérer en interne. D'accord. De mon côté, on a trois. J'ai une RAF, j'ai la chance d'avoir une RAF et 2 comptables en dessous. Et on a 100% internalisé, ça fait quelques années maintenant, ce qui permet quand même
d'être assez rapide sur la sortie des chiffres et surtout d'être tout le temps le nez dedans, quoi. De ne pas attendre que l'expert comptable puisse intervenir. Donc ça, c'est plutôt appréciable. Et en termes de management, si c'est vraiment la question, oui, de toute façon, à partir du moment où tu es DAF, je pense que tu es amené à manager à un moment ou à un autre. Donc tu peux pas te dire DAF et pas manager, quoi. Ouais. Non, c'est toujours compliqué, même si au début, on est directeur financier, mais on est directeur financier de soi-même avant tout. Ouais. Donc, on part de zéro. Donc, on débute seul, non, mais, ou quasiment seul, il faut vraiment l'avoir en tête. Et ensuite, ce qui est très important, c'est de choisir les hommes et les femmes avec qui on travaille, parce que c'est la clé de voûte d'une entreprise, hein. Il faut se le dire, c'est les personnes avec qui on travaille, c'est eux qui font la réussite de la boîte. Et pour ma part, ça fait 1 an à peu près que je travaille avec un RAF que j'ai embauché. Et il me soulage en fait de la plupart du quotidien, en fait, hein, tout ce qui est opérationnel et quotidien, et ça me permet justement de prendre un petit peu de hauteur et de travailler un peu plus sur la stratégie. D'accord. Okay. J'ai une autre question du coup de Coralie qui nous pose comme question: quelles sont les opportunités présentes dans les métiers de la direction administrative et financière? On vient d'en parler un petit peu du coup, je suppose, en parlant de vos équipes. Est-ce qu'on va retrouver les mêmes typologies de profils dans des équipes comme les vôtres que dans des entreprises de plus grande taille, finalement? Est-ce qu'il y a un schéma justement avec comptable, contrôleur de gestion, etc. justement dans les entreprises de start-up ou de scale-up en croissance qu'on peut retrouver finalement dans les entreprises grands groupes ou ETI? Est-ce que c'est un peu le même schéma de direction? Est-ce qu'on m'entend bien? Non? Ouais, là c'est mieux. Là. Ouais, c'est mieux. Okay. Ouais, je pense que tu as les mêmes libellés de poste. Après, c'est savoir ce que tu as envie de faire. Contrôleur de gestion dans un grand groupe et contrôleur de gestion dans une start-up, c'est pas du tout le même métier. Non. T'en as un où tu vas être scotché avec les opérationnels 24 heures sur 24 et déjà tu vas apprendre ce que c'est que leur métier avant d'apprendre et de grandir dans ton métier. Et alors que les contrôleurs de gestion dans les grands groupes, ils sont derrière leur fichier Excel et ils essaient de faire parler les chiffres. Alors, évidemment, j'espère pour eux qu'ils connaissent un peu les métiers opérationnels, mais je le vois, hein, de toute façon, pour nous, sortir les chiffres, on a intérêt à connaître tu vois, tout ce qui est le métier de la log. Quand on apprend vraiment à rentrer dans les métiers opérationnels pour faire parler les chiffres. Et ça, c'est vraiment la grosse différence. Donc, quand là, on a embauché un comptable, quand on embauche un comptable, on essaye de toucher du doigt la sensibilité au métier autre que le comptable. Bah, tous les postes sont globalement plus polyvalents et en start-up que dans des grands groupes. Oui, nous, dans un grand groupe, il y aura la comptabilité fournisseur, la comptabilité client, etc. Là, on a une comptable qui fait un peu tous les métiers et qui est un peu comme nous en tant que DAF, on fait tous les métiers. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant et qui rend le job en start-up plus intéressant quand on aime varier un peu les tâches. Ouais, on a besoin de personnes qui ont vraiment des hauteurs de vue, qui ne soient pas des purs hommes ou femmes de chiffres, et qui ont, si possible, une vue un petit peu entrepreneuriale, à défaut d'être entrepreneur, sinon quelqu'un qui aime être au contact du terrain et qui aime comprendre ce qu'il y a derrière les chiffres. Ok. J'ai un petit commentaire qui n'est pas forcément une question, mais je pense qu'il y a une question qui peut se découler derrière. C'est Mevlana. Intéressant comme discussion, merci. Je suis en DSCG 1 et la question que je me pose du coup, c'est vous, le DSCG, c'est quelque chose que vous allez regarder quand vous allez recruter un contrôleur de gestion? Est-ce que vous recommandez du coup de passer le DSCG, DSCG du coup aux personnes qui veulent intégrer une direction financière de start-up? On laisse l'expert comptable répondre. Écoute, moi je le recommande. Je ne peux que le recommander parce que c'est un diplôme qui est déjà très technique, qui est relativement compliqué.
Mais après, c'est un diplôme qui peut se passer en candidat libre. Donc, vous voulez le passer en 1 an, en 2 ans, ou en 5 ans, ou en 10 ans, c'est tout à fait possible. Et ça vous permet vraiment d'être pointu sur pas mal de domaines qui sont nécessaires pour appréhender le poste de directeur financier. C'est pas, faut pas en faire l'alpha et l'oméga en tant que recruteur, mais c'est un gros plus. Ok. Donc, c'est un tampon supplémentaire, quoi. C'est une assurance de te dire, tu vois, typiquement pour les comptables de mon équipe, c'est une assurance de me dire, je vais pas perdre du temps, ou en tout cas, je vais pas devoir aller vérifier ce qu'elle fait dans la pure compta, pure, tu vois, dans notre éthique comptable, quoi. Je sais que si elle a une écriture à passer, bah, elle le saura parce que, alors je dis elle, hein, parce que chez Blissim, on est Très féminin. très féminin. Mais voilà, quoi. C'est juste un tampon d'assurance, quoi. Du coup, je demande à tes comptables quand tu les recrutes d'avoir le DSCG, en général. Non, pas en général, mais si jamais j'ai un vrai profil qui m'intéresse, j'irai le rencontrer, même s'il n'y a pas DCG, DSCG. Mais oui, les RH font un tri, quoi. Quand ils recherchent sur LinkedIn, ils recherchent des DCG, DSCG. Et Mylène, c'est quelque chose que vous regardez ou pas du tout? Moi, je pense que de toute façon, c'est toujours bien de pouvoir valider ses connaissances via un diplôme, donc ça sera toujours valorisé. Après, c'est pas quelque chose de bloquant si on l'a pas, et au bout d'un moment, de toute façon, c'est l'expérience qui prime sur les diplômes. J'en profite parce qu'il y a juste une question de Valentin. Qu'en est-il du CFA en termes de reconnaissance? Alors, le CFA, on s'éloigne un petit peu des métiers de la direction financière, je pense, puisque là, on va plutôt parler d'analyse. C'est quelque chose que vous regardez quand même, le CFA? Pas du tout. Non, c'est pas regardé dans la direction. C'est un plus, voilà. ça valide des connaissances, mais qui sont vraiment des connaissances d'analyse financière, comme tu le dis. Mais Bah, c'est vraiment quand même. Là, c'est on un petit morceau de nos domaines de compétences. On va plus être sur la finance de marché, sur la gestion d'actifs. Alors il y a toujours des liens, mais je pense que pour vos métiers, on va plutôt recommander de passer le DSCG que le CFA, je pense. Oui. Oui. On a une question. Voir le deck après. Voir quoi? Voir le deck, le diplôme d'expert comptable. Ah oui, effectivement. Du coup, on a une question de Dominique qui est assez longue. Le DAF accompagne aussi l'entreprise dans le développement de l'entreprise. Pour ce faire, elle doit comprendre et intégrer le business. Alors, elle est trop longue, donc on ne voit pas à l'écran tout, mais je vais vous la lire en entier. Comment le DAF participe-t-il à sécuriser, optimiser celui-ci? Veille-t-il aux opportunités de développement et aux éventuels retournements de marché? En gros, est-ce que vous êtes proche du business finalement? Est-ce que vous allez anticiper des retournements de marché dans une startup justement? Déjà, le premier rôle du DAF, c'est quand même de fiabiliser l'information financière. Donc, que ça découle de plusieurs outils. Enfin, moi, je vois par exemple, on est dans la food, il faut évidemment sécuriser les appros, ce qu'on vend, ce qu'on perd, etc. pour avoir des vrais data. Et une fois qu'on a des data qui sont fiables, effectivement que lorsqu'on fait le business plan ou quand on suit l'activité, typiquement comme aujourd'hui, il y a des changements d'activité. Bon, moi, je suis dans la restauration d'entreprise, donc là, avec le Covid et le télétravail qui commence à devenir un peu plus important et qui va sûrement devenir plus important qu'avant, on est obligé de le prendre en compte et de se dire qu'est-ce qui va se passer et de prendre des hypothèses pour adapter ces prévisions en fonction de ce qui se passe actuellement. Donc oui, pour moi, le DAF est un vrai bras droit en fait du dirigeant parce qu'il est garant des chiffres et c'est lui qui va aider le dirigeant finalement à prendre des bonnes décisions stratégiques grâce à l'appui des data financières qu'il aura fiabilisées. Ok. En fait, il y a deux sujets. Pour moi, il y a un sujet, il y a deux réponses dans sa question. La première réponse, c'est de dire que oui, les opérationnels, en fait,
tout ce qu'ils font, ils n'ont pas obligatoirement la vision chiffre qui va sortir sur le PNL. Alors qu'au-dessus, il y a le patron qui nous dit, OK, à combien je finis l'année? Donc, toutes les décisions qui sont prises opérationnellement parlant, il faut qu'on arrive à leur retraduire leurs décisions en chiffres et leur dire, voilà, si tu fais ça, en fait, tu vas avoir un impact dans les comptes de ça. Ça, c'est sur le passé. Et après, oui, moi, ce que je fais quotidiennement, c'est faire des BP, quoi. J'ai quelqu'un qui lève le doigt en disant, ah tiens, je veux faire ci, je veux faire ça. Le président qui me dit, ah tiens, dans 2 ans, je vais aller là. Dis-moi comment on fait et qu'est-ce que je dois prendre comme hypothèse pour y arriver, quoi. Donc, et pour ça, oui, il faut être très opérationnel et leur expliquer opérationnellement comment ça marche pour en arriver là et pour sortir les chiffres qu'il va obtenir. Nicolas, Oui, pour rebondir un peu sur les propos de Jean-Baptiste, c'est vrai que on a l'obligation d'être le nez dans le business et de prendre une certaine hauteur de vue. D'où la nécessité justement d'avoir quelqu'un qui s'occupe du day-to-day. C'est que vous devez sans arrêt avoir un coup d'avance en fait sur ce qui est en train de se passer. On parlait de projection financière, justement là on est en plein dedans. Et ça permet aussi de réfléchir à comment s'adapter pour le futur. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tout est en train d'avancer. On a gagné 10 ans sur les tendances, donc il y a énormément de choses qui sont en train de se passer. Et le rôle du DAF, c'est aussi d'essayer d'imaginer quel serait le marché de demain et donc potentiellement les produits qui seraient compatibles. D'accord. On a une autre question du coup de Gilles Das, alors plutôt pour Nicolas, je pense. Bonjour Gilles Das. Bonjour Gilles Das. Avec un profil expert comptable, la certification des comptes par un autre expert comptable ne cause-t-il pas de problème? Alors, nous, c'est relativement simple. La Norma Capital, nous, on passe par un expert comptable qui fait lui-même les comptes. Donc, la compta est externalisée. En revanche, sur toute la partie fonds d'investissement, c'est nous qui la faisons. Et les comptes sont certifiés par un auditeur, par des auditeurs des Big Four. Ouais. De manière assez classique. Ça pose pas de soucis particuliers. On a une autre question assez intéressante, je trouve, de Raphaël. Selon vous, quels sont les enjeux de la numérisation de la fonction financière? Vaste sujet. Mais à votre avis, du coup, parce que c'est quand même l'avenir, je pense qu'on est tous d'accord, la technologie et la fonction financière, c'est quoi les enjeux dans les 10 prochaines années finalement? Dans numérisation, je pense qu'il parle de 2 choses. Il parle d'automatisation et de digitalisation. Alors, il y a la première qui va pas changer notre métier, hein, c'est digitaliser, donc c'est éviter d'imprimer les 800 factures par mois. Et il y a la deuxième, c'est l'automatisation avec beaucoup de startups qui se montent en ce moment. Sans les nommer, il y a Use ou il y a Spendesk qui marche pas mal en ce moment. Et là, oui, là, ça va, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais là, ça va changer nos métiers où on va faire des métiers un peu plus intéressants. Au lieu de faire 80% de saisie et 20% d'analyse, on va plutôt faire 20% de saisie et 80% d'analyse. Donc, on sera plus réactif dans les choix, les bons choix à prendre. Et c'est ça qui va changer, quoi. Oui, et je pense que du coup, il va y avoir aussi une notion de contrôle un peu plus importante. Parce que effectivement, on automatise de plus en plus, mais comme tous les automates, il y a quand même des erreurs du fait du paramétrage, etc., qui n'est pas forcément le bon pour toutes les infos. Et donc, je trouve qu'il y a un contrôle un peu plus important à faire que quand finalement tout est manuel. Absolument. C'est pas forcément qu'un gain de temps, la numérisation, c'est surtout de la fiabilisation de process pour moi. Donc, effectivement, on gagne un petit peu de temps en amont sur toutes ces opérations qui étaient traitées de manière papier ou manuelle auparavant, qui sont traitées de manière informatique. Mais comme le dit Mylène, il y a un certain nombre de contrôles qui sont quand même à faire et à réaliser pour vérifier que tout ça fonctionne bien. Très bien. Et du coup, on n'a pas parlé d'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui va
qui va quand même beaucoup jouer dans les prochaines années. Ça va dépendre de ton business. Si tu as un business très data, oui, tu pourras t'en servir et pousser l'expérience au maximum. Donc ça va vraiment dépendre de quel type de data tu récupères. Après, pour tout ce qui est e-shop, ça peut aussi, pour la relation consommateur, peut aussi servir pour mettre en place un peu ton e-shop en fonction des envies du consommateur qui va se connecter. Et vous Mais pensez, effectivement, en finance, est-ce que vous pensez du coup à intégrer par exemple dans vos équipes des profils tech, des data scientists, voire même des développeurs finalement, si ce n'est déjà fait? Alors, de mon côté, en immobilier, ça fait des années qu'on parle de blockchain, de big data, etc. En fait, il ne se passe rien, hein, très clairement. Non, mais il faut dire ce qui est. En revanche, pour tout ce qui est souscription à des produits immobiliers, ou par le passé, on appelle ça de la pierre papier, ben, on a raison, parce qu'en fait, c'est des bulletins de souscription papier. Aujourd'hui, la plupart des sociétés de gestion se modernisent et font ça de manière numérique. Et ça, c'est des vraies transformations en profondeur, puisque c'est plus Madame Michu qui a 70 ans qui signe son bulletin de souscription et qui envoie son chèque. Maintenant, tout se fait de manière numérique, mais ça nécessite justement de notre côté un gros travail en amont pour la mise en place de ces outils informatiques et pour la sécurisation des données, et en aval après pour le contrôle, pour vérifier que tout fonctionne bien. Ouais, nous chez Foodles, on a mis en place du coup un outil BI quand je suis arrivée, justement pour pouvoir extraire toutes les datas, parce qu'on avait énormément de data dans notre back office, mais on savait pas forcément très bien les extraire. Donc on a embauché quelqu'un à la BI qui a mis cet outil en place et avec la finance, et du coup qui nous aide à sortir toutes les infos dont on a besoin. Donc il n'est pas vraiment dans l'équipe finance, il est entre la tech et la finance, mais c'est un peu à cheval. D'accord. Mais c'est peut-être pour plus tard, justement, avec le grandissement de l'entreprise, de pouvoir avoir Oui, des peut-être. spécifiques, on va dire, à la partie finance, ça pourrait être intéressant, je pense. C'est pareil de notre côté, hein. C'est une équipe data qui est pour l'instant rattachée à la tech, mais on travaille main dans la main avec elle et on sort un maximum de data grâce aux data analysts. On va passer à une question de Djibril. Quelle place occupent les outils de reporting financier comme SAP dans une startup? C'est une très bonne question. Moi, ça fait 2 ans que j'étudie SAP by Design, NetSuite et Dynamics, Microsoft. J'ai choisi NetSuite là, mais les trois, pour moi, les trois sont à peu près équivalents, et c'est plutôt de l'appétence que vous avez vers l'un ou l'autre, et aussi surtout le feeling que vous avez avec les équipes de développement, parce que ça fait quand même beaucoup l'implémentation du produit. Donc il faut quand même être sûr et certain de son choix, mais c'est une étape un peu comme ce qu'on disait sur la numérisation, c'est une étape importante. Pareil, ça dépend aussi de son business, voir si on a besoin d'un ERP ou pas. Mais je trouve que moi, j'ai envie de le mettre parce que je fais plein de reporting sur Excel et j'en ai un peu marre, et j'aimerais bien que mon dirigeant puisse juste cliquer sur 2-3 onglets dans NetSuite et voir les chiffres que je sors moi de mon côté, quoi. Mylène, oui, je pense que ça dépend aussi de la taille. Bah, ça dépend de la taille de l'entreprise. Nous, on se posait pas la question jusqu'à maintenant, surtout qu'on a une équipe de développeurs qui nous développe en fonction de nos besoins des outils maison. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on commence à avoir beaucoup de croissance, donc ils sont aussi débordés. Donc on se pose la question aussi de mettre en place un ERP. Mais je pense que ça sera pas forcément pour tout de suite. Donc, ouais, je pense qu'il y a vraiment une question de taille de société aussi. Et Birchbox est quand même voilà, plus gros, donc c'est peut-être le moment pour passer sur un ERP. Ouais, il y a des questions de domaine, des questions de taille, et je pense que chaque société a quand même ses propres outils informatiques qui sont développés en interne. Après, au-delà d'une certaine taille, je pense qu'on n'y coupe pas. L'ERP, ça fonctionne plutôt bien en règle générale. On va passer à une question de Maxence. Bonsoir Maxence. Selon vous, quelles sont les principales qualités pour être DAF en startup?
À votre avis? Bah, je pense qu'on y a pas mal répondu, être polyvalent, être généraliste, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Être Je pense que rigoureux. la curiosité est très importante. Il Mmh. faut vraiment, un bon DAF, c'est quelqu'un qui assaillit les équipes de questions dès qu'il comprend pas. Mhm. Il faut vouloir toucher à tout, et il faut savoir, et il y a une grosse qualité aussi, c'est qu'il faut savoir parler à différentes personnes. Parce qu'on parle aux dirigeants, et on parle pas aux dirigeants comme on parle aux opérationnels, où on va plutôt aller chercher de l'information. Il faut savoir prioriser énormément parce on est submergé de questions, de demandes sur tous les sujets qu'on traite. Donc, il faut savoir aussi prioriser. Non, quoi, moi, j'adore mon métier, donc je pourrais en parler des heures et des heures, hein, mais c'est vraiment ouais, être partout à la fois et être focus sur les chiffres en même temps, quoi. Donc, Bien organisé, du coup. ouais. DAF, c'est quand même un métier de communicant. Puisque justement, c'est parler avec différentes personnes dans l'entreprise. Donc, c'est aussi être communicant. Peut-être encore plus dans une start-up, parce qu'on aura l'occasion de parler un petit peu avec tout le monde finalement. Oui, puis on parle aussi avec pas mal d'externes, enfin les fonds, les banques. On est le représentant. Il y a quand même pas mal de parties prenantes, effectivement, très différentes. On est un peu le représentant de l'entreprise finalement aussi. Donc, Oui, et au-delà de ça, même le coordinateur en fait de toute la partie administrative. Et quand on parle d'administratif, c'est administratif au sens large. Hein, c'est la compta, la finance, les RH, l'informatique certaines fois. Donc non, le spectre est très large. Pour te donner une idée, quoi, ça fait 3 postes que je fais là. À chaque fois, quand j'arrive, je fais signer des pouvoirs à mon dirigeant en disant, en gros, tu peux tout faire, quoi. Parce que tu peux aller discuter avec tout et n'importe qui, et comme il faut être hyper actif, je suis pas en train de courir derrière lui en disant est-ce que tu peux signer cette ouverture de compte, est-ce que tu peux signer cette levée de fonds, est-ce que tu peux signer. Alors je vais pas dire que je fais la levée de fonds tout seul non plus, mais quoi, ouais, on est là pour que lui puisse être focus sur la stratégie de l'entreprise sur les prochaines années, et nous on fait tourner le truc, quoi. C'est vraiment ça, hein. On est là pour faire tourner la boîte, quoi. et donc avec le lien avec toute la direction générale et puis en fort lien avec le directeur général finalement. Ouais, t'as pas souvent de directeur général, quoi. Moi, Il y en a un. ouais. Non, mais tu as souvent un combo, quoi. Dans les startups, tu as souvent un combo de fondateurs avec le vrai fondateur très stratégie, très business, qui va développer le business, et tu as l'autre qui est plus CTO, plus CEO. Et il faut que tu jongles avec ces deux-là, et avec tous leurs besoins et toutes leurs demandes, et après faire tourner tout le reste, hein, qu'on énumère depuis tout à l'heure, hein, quoi. C'est administratif, RH, finance, fiscal, tout ça, quoi. Donc il faut être je vais pas vous montrer mon bureau, mais moi je travaille avec trois écrans. Je trouve ça génial en fait, parce que comme je sais que je suis partout, j'ai tout ouvert tout le temps, quoi. On a une question pour Nicolas, du coup, je pense. Pourquoi, après votre deck, vous avez choisi d'être DAF au lieu d'être associé dans un cabinet d'expertise? Plusieurs réponses à ça. La première, je pense que ça tient d'abord au caractère de chacun. Parce que travailler en cabinet d'expertise comptable, et être expert comptable, c'est très différent de travailler en entreprise. Quand vous êtes en cabinet, vous vous assurez que la comptabilité de votre client, elle est correctement faite. Donc, vous managez votre équipe, vous discutez avec les clients, etc. Mais vous n'avez pas de prise directe avec le business. Et moi, c'est ça qui m'intéressait. C'était être au cœur du réacteur. En fait, j'ai eu une expérience d'entreprise avant d'être allé en cabinet. Et j'ai pu justement comparer les deux. Et moi, j'avais besoin d'avoir les mains dans le cambouis et de comprendre ce que je faisais, de ne pas avoir 100 clients et de faire totalement. Enfin, à l'époque, je faisais la saisie, mais moi, j'avais besoin justement d'être dans une entreprise, d'être investi, de réfléchir à des projets, d'organiser la société. Moi, c'est ça qui me plaisait. Et comme je disais, c'est vraiment une question de caractère de chacun. D'accord. Ok. On va avoir une question également de Suzanne.
existe-t-il des passerelles Est-ce évident de passer des métiers de la banque et des fonds d'investissement vers le métier de CFO en start-up Sinon, y a-t-il des postes plus adaptés pour ce type de profil Donc, je pense à Mylène, qui a fait un petit peu ça avant, d'après ce que j'ai pu comprendre. Ouais, alors moi j'étais pas en fond, mais j'étais en T, enfin ce qui s'appelle TS, donc FUSAC, mais chez KPMG. Donc c'est un peu différent. Après, moi j'ai connu plusieurs profils qui étaient en fonds d'investissement et qui ont basculé ensuite en CFO chez des clients qu'ils avaient. Donc je pense que c'est tout à fait possible. Après, du métier de la banque, tout dépend ce qu'on fait dans la banque, je pense. Si tu fais du M&A, ce sera pareil, hein, quoi. Tu seras, Ouais. moi, j'ai des copains qui essayent, hein, et je leur dis, en fait, il faut que tu trouves la boîte qui essaye de lever des fonds ou qui fait de la croissance externe. Et là, il aura une valeur ajoutée qui sera gigantesque. Faut arriver au bon moment. Question de Christelle. Les startups sont-elles ouvertes aux DAF externalisés, notamment à temps partagé, ou préfèrent-elles embaucher selon vous? Vous êtes salarié d'entreprise, de toute façon, vous n'êtes pas externalisé, mais est-ce que c'est des choses qui sont assez courantes en fait dans les startups? Jean-Baptiste, t'étais pas en DAF partagé? Si, moi, en fait, j'ai envie de dire, un DAF à notre poste vient généralement remplacer un DAF en temps partagé. Tant que la taille, en fait, tu as deux critères, la taille et les demandes des investisseurs. À partir du moment où tu as fait une levée A, ça devient compliqué d'avoir un DAF en temps partagé parce qu'il va demander des reportings réguliers. Le DAF en temps partagé, lui, le but, c'est de sortir les chiffres et pas d'aller répondre, pas d'être à disposition non-stop des investisseurs. Donc, j'ai envie de dire, avant la levée A, tu peux avoir un DAF en temps partagé, la série A, et après la série A, généralement, ils internalisent. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? On a la question d'Anaël. Pensez-vous que le contrôle de gestion a vocation à se développer au sein des startups? Je pense qu'il est déjà très présent. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a besoin une startup, elle a besoin de piloter. Elle a besoin de piloter ses indicateurs financiers très très régulièrement, que ce soit pour savoir ce qui doit être investi, comment le business tourne, au niveau des charges, comment ça se passe, est-ce qu'il y a des économies à faire, est-ce qu'au contraire il y a des investissements à faire. Le contrôleur de gestion dans une startup, il s'ennuie pas, comme le directeur financier d'ailleurs. Je pense que c'est pareil pour vous deux, mais nous, tout est en analytique. Tu as la compta gênée et la compta analytique. Et la compta analytique, c'est le contrôle de gestion. Et tout est flagué, quoi. Ok. On a une question à nouveau de Dominique, finalement, qui est quand même assez intéressante. Alors, est-ce que les intervenants ont travaillé en PME avant de travailler en start-up sur des fonctions de DAF? Si oui, quelles sont les différences? J'ai l'impression que c'est la même chose, et je pense que effectivement, est-ce qu'il y a une différence entre être DAF dans une PME ou dans une start-up, c'est-à-dire une entreprise en forte croissance avec peut-être des levées de fonds qui vont arriver, une PME de façon une entreprise de plus petite taille, enfin de taille peut-être similaire, mais sur plutôt une stabilité finalement, qui va potentiellement avoir quand même besoin d'un DAF. Finalement, c'est un peu différent, non? Je pense que sur le day-to-day, c'est la même chose. Mais après, un DAF de PME, tu n'auras pas ce besoin de levée de fonds ou de financement que tu auras. Pour moi, la définition, si tu veux, la différence entre les deux, quand une PME peut être aussi en train de grandir aussi rapidement qu'une startup, mais la définition, c'est juste que voilà, tu as des fonds bien installés, le business tourne, alors que la startup, tu es encore en train de chercher ton business model. Et typiquement, Blissim, on se dit start-up parce qu'on est hyper jeune, c'est 26 ans de moyenne d'âge, etc. Mais ça a été créé en 2011, ça fait plus de 10 ans. Le business model tourne hyper bien. Oui, on est en très forte croissance, donc on est dans le monde des startups et on est tous très connectés avec le monde des startups. Mais je pourrais très bien dire que là, je suis dans une PME parce que je vais pas lever de fonds et parce que j'ai pas besoin de financement européen ou tout ce que tu veux, quoi, le truc que tu vas gratter partout dès que tu es dans une startup où tu as besoin de fonds. Et après, le dernier point qui est hyper important, je pense, c'est que
dans les startups, tes boss, c'est une des questions de tout à l'heure, mais ils ont moins de 30 ans et il faut savoir, bosser avec eux. Alors que dans une PME, généralement, voilà, ce sont des gens qui sont un peu plus, je n'ai pas envie de parler d'âge, mais un peu plus assis sur leur métier et tu parles pas avec eux de la même façon que tes dirigeants de moins de 30 ans qui ont toujours plein d'idées, toujours envie de faire plein de choses et c'est leur bébé, c'est pas la même chose, quoi. Oui, pour compléter les propos de Jean-Baptiste, en fait, quand on est DAF en startup, on doit pouvoir être DAF d'une société de 10 personnes, de 50 personnes et de 200 personnes, sachant qu'il peut s'agir de la même société, mais à quelques mois ou quelques années d'écart. Mylène, oui, non, mais je suis assez d'accord. J'ai pas de remarques en particulier à ajouter. On a une question de Tom. Comment est géré le crédit management en startup? Est-ce qu'il y en a du coup? Donc il y a les levées de fonds, mais il y a aussi de la dette finalement qu'on va pouvoir solliciter. Oui. Comment vous jonglez avec ça du coup? Alors, ça dépend de ce qu'on recouvre par déjà credit management. Pour certaines personnes, c'est aussi le recouvrement des créances. Effectivement, ouais. Juste si la personne peut préciser, comme ça on pourra y répondre à la question suivante. Sinon les deux, c'est-à-dire qu'effectivement il y a la gestion de recouvrement, l'optimisation, je pense, du paiement client et d'ailleurs fournisseur, première chose. Et ensuite la deuxième chose, c'est le recours au crédit bancaire finalement. C'est des choses que vous faites aussi en startup? Je pense que c'est des choses dans tous les cas qu'il faut faire quand on a la possibilité de le faire plutôt que de faire. Enfin, c'est un complément de la levée. Il y a la levée effectivement avec les investisseurs, mais bon voilà, ça implique forcément aux fondateurs d'être dilués. Et en parallèle, enfin nous je sais qu'on l'a fait chez Foodot, je l'ai fait aussi dans mes précédentes expériences. C'est aussi bien de pouvoir lever de la dette bancaire ou voilà des aides, subventions, des concours, enfin voilà, pas mal de choses dont Jean-Baptiste parlait, qu'on fait beaucoup en start-up pour justement avoir des aides financières. Et sur la partie justement gestion du BFR, gestion des paiements fournisseurs, gestion des recouvrements clients, être DAF d'une startup, est-ce que c'est quelque chose qui va changer par rapport à ces missions-là? Moi, c'est la même chose, hein. On a tous les mêmes problèmes, on a tous les mêmes problématiques de BFR, donc. Ouais. On a peut-être moins de poids dans les négociations avec nos clients quand on négocie des délais de paiement parce que si voilà, ils nous imposent peut-être plus facilement des délais de paiement qu'on n'aurait pas forcément envie d'accorder parce qu'on est petit. Mais après, oui, on a les mêmes problèmes de recouvrement. Il faut recouvrir les factures et il faut faire des relances. Et donc, Tom, c'était bien la gestion du cash, recouvrement des créances. D'accord, ok. Donc les 19h, donc on va passer à une dernière question. J'en avais vu une, donc du coup c'est une question de Gilles Das, de nouveau. Donc le poste de manager général d'un cabinet comptable ou d'audit est finalement comparable à celui d'un DAF en entreprise. Est-ce que c'est le cas? C'est quoi le poste de manager général? C'est un GM, c'est ce qu'il appelle un GM, donc c'est un. Ouais, je pense que c'est ça, hein. C'est un directeur général, quoi. C'est un général manager audit, peut-être, quelqu'un qui va gérer aussi des auditeurs juniors. Non, c'est quand même assez différent, non? Ouais, non, franchement, on est très loin de ce que nous on vit au quotidien. C'est ce qu'on explique depuis une heure, hein. C'est-à-dire, les métiers de DAF en start-up, c'est des métiers où il faut être polyvalent, où il faut avoir une hauteur de vue, où il faut mener 36 projets à la fois.
et être consacré à 100% à sa société. Et voilà, on n'a pas en général 150 milliards de clients pour qui il faut sortir une comptabilité, quoi. Donc c'est des métiers qui sont vraiment très très différents. Ok. Eh bien, donc on arrive au terme de ce live d'une heure. Je vous propose peut-être de conclure avec une petite dernière phrase. Finalement, peut-être le dernier conseil, le dernier tips que vous pourriez donner à celles et ceux qui souhaitent s'orienter vers ce métier de DAF en startup. Qu'est-ce que vous donneriez comme dernier conseil? De foncer s'ils ont une opportunité, hein. Non, mais c'est un métier qui est complètement génial parce qu'on fait que apprendre des métiers opérationnels, qu'on est inondé de sujets 24 heures sur 24, donc c'est extrêmement intéressant. Et voilà. Et après, il faut juste être polyvalent, être curieux et tout ce qu'on a dit, quoi. C'est voilà. Je trouve qu'on s'en prend plein la figure et c'est génial, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, c'est pour ça aussi que j'ai choisi d'être en start-up plutôt que de partir en grand groupe. C'est vraiment pour faire plein de choses et pour avoir une vision sur la stratégie de l'entreprise et avoir une vision sur toute la finance. Parce que finalement, si j'étais allée dans un grand groupe, j'aurais eu ma petite partie. Et là, j'ai la vision sur tout et c'est ça qui est hyper stimulant. Et d'avoir tout le temps plein de projets à suivre, à mettre en place et voilà, et à piloter. Oui, un petit peu ce que disent Mylène et Jean-Baptiste, c'est-à-dire gravir les échelons petit à petit, être très curieux, et une fois voilà qu'on a trouvé son domaine d'activité, le domaine qui vous plaît, voilà, posez des milliards de questions, intéressez-vous au sujet, documentez-vous et essayez d'avoir cet esprit entrepreneur. Merci en tout cas. Donc c'était un plaisir d'animer ce live sur ce sujet qui est passionnant et on pourrait en discuter beaucoup plus longtemps en tout cas. Donc j'espère que ce live vous a plu, donc qui vous a apporté finalement les réponses aux questions que vous pouviez vous poser. Encore une fois, un grand merci à vous trois d'y avoir participé, d'avoir joué le jeu et d'avoir répondu aux questions des participants. Écoutez, n'hésitez pas à partager ce live sur Facebook. Le live sera disponible en replay sur Facebook, mais également sur YouTube. Donc, je vous encourage à le partager évidemment et surtout à liker notre page Facebook et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça nous fera plaisir et ça nous donnera encore envie de continuer à faire ce genre de contenu. Donc, n'hésitez pas. On se retrouve le mois prochain pour 2 nouveaux lives, cette fois-ci sur le thème de la gestion d'actifs, donc le 8 décembre sur la création et le développement de fonds, le 15 décembre sur l'asset management couplé à la technologie. Voilà, donc 2 lives, je pense qu'ils vont être aussi très intéressants. D'ici là, n'hésitez pas à vous connecter sur DocFinance, à l'utiliser. Encore une fois, c'est un réseau social, c'est une communauté que vous pouvez utiliser très régulièrement avec beaucoup de contenu spécialisé en finance. Donc, profitez-en. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Merci encore à vous trois. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée.